Dans cette table ronde, on va parler de transfert technologique. C'est une grosse question, c'est un gros sujet et qui est totalement en accord avec finalement ce qu'on a vu ce matin dans les différentes présentations. Et bon, comme d'habitude, on va faire un petit tour de table histoire que vous puissiez mettre un nom, un prénom, un projet sur chaque tête. Donc bon, Philippe, vous connaissez, vous avez eu Mathieu tout à l'heure, mais Stanley et Pascal, vous ne les connaissez pas encore. Donc vas-y, Stanley, tu peux commencer par te présenter. Donc dans cette table ronde, on va parler de transfert technologique. C'est une grosse question, c'est un gros sujet et qui est totalement en accord avec finalement ce qu'on a vu ce matin. Donc bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin, et ce midi devrais-je dire. Donc Pascal Auger, moi je dirige INSERM Transfert, société privée, filiale à 100% de l'INSERM, et dédiée à deux grands types d'activités, l'innovation et la valorisation jusqu'au transfert, et donc transformer des résultats de recherche en quelque chose qui vont avoir une valeur et une appétence pour le monde socio-économique, et puis les partenariats associés, et de l'autre côté, la recherche de financement collaboratif pour la R&D, ce qui veut dire souvent programmes européens, RHU, nationaux et européens. À toi Stanley. Donc, Stanley Durleman, je suis chercheur à l'INRIA et j'ai créé une équipe de recherche à l'Institut du cerveau, donc commune à plusieurs institutions dans lesquelles on a innové sur les méthodes de médecine numérique pour les maladies neurologiques. Et j'ai créé depuis 1 an la clinique du Dr Memo, qui est une start-up dont on aura l'occasion de parler, je pense. Tu peux la pitcher tout de suite. Je demanderai la même chose après pour Mathieu de détailler, il me semble. Donc, ce qu'on propose, c'est des parcours de soins personnalisés pour toutes les personnes qui se plaignent de leur mémoire. Donc l'idée, c'est d'arriver à mieux organiser le système de soins pour raccourcir les errances diagnostiques et mieux repérer les personnes à un stade très précoce, au moment où elles vont pouvoir bénéficier des nouvelles thérapies qui arrivent sur le marché. Et donc on met effectivement en place des choses très simples comme des questionnaires, comme des consultations avec un réseau de praticiens qui sont dédiés, donc qui permettent d'avoir des consultations qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus focalisées, qui sont à la fois mieux pour le médecin et pour le patient d'ailleurs. Et donc qui nous permettent de raccourcir les temps de diagnostic et d'offrir des prises en charge donc plus précoces. Si j'ai un doute pour un proche qui a des pertes de mémoire, est-ce que je peux faire le test pour lui ou pas ? Absolument, drmemo.fr. Du coup, la même chose pour toi. Tu t'as présenté tout à l'heure Emiosound, mais là, tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail si tu veux, Mathieu. Oui, tout à fait. Donc, Emiosound, c'est une start-up que j'ai cofondée avec deux de mes collègues physiciens, Michael Tanter, Clément Papadacci, et un collègue cardiologue à l'hôpital Pompidou, juste à côté, Emmanuel Messas. Et donc l'ambition en fait d'Emiosound, c'est de proposer un outil diagnostique de l'insuffisance cardiaque par ultrason, qui se base sur une technologie qu'on a développée en fait depuis plus de 15 ans maintenant au laboratoire, qui consiste à aller palper le cœur à distance pour savoir quelle est sa rigidité et quantifier sa rigidité. Et donc aujourd'hui, les médecins ont beaucoup de mal en fait à diagnostiquer certaines formes d'insuffisance cardiaque où tout a l'air normal en fait sur l'image, écho, IRM, etc. Tout a l'air normal, mais en fait le problème c'est que le cœur est très rigide et donc il a beaucoup de mal à se remplir parce que il n'est pas assez élastique en fait. Et donc nous, ce qu'on propose en fait, c'est une solution complète qui permet d'aller faire un diagnostic de ces différentes formes et de pouvoir en fait vraiment caractériser beaucoup mieux en un examen très très court, qui est un examen écho standard en fait. Ok, très clair. Et Philippe, du coup, qui est-ce que tu défends sur cette nouvelle table ronde ? Alors moi, j'ai pas de projet de start-up. Enfin si, ou alors ça appartient au passé, c'était il y a longtemps. Maintenant, je suis ravi en tout cas d'être dans un institut, et puis on n'est pas les seuls, où nous veillons, comme je vous le disais tout à l'heure, à travailler sur l'impact et la création d'entreprises, et en tout cas une des voies pour s'assurer que les travaux des collègues aient un impact qui soit au bénéfice des patients et de la société en général. Et ce que je trouve en tout cas extraordinaire dans les deux projets qui sont présentés, c'est qu'à la base, il y a quand même une énorme complexité. C'était peut-être un peu plus facile pour toi, Mathieu, de présenter, parce que tu as des images. Alors les gens disent « Ah oui, c'est pas mal, c'est joli », mais derrière, il y a énormément d'équations, c'est très très compliqué. Les travaux de Stanley aussi, c'est quand même beaucoup d'années derrière avec des choses assez, touffues. Et cette capacité derrière à en faire des outils qui sont ensuite compréhensibles, utilisables par des praticiens qui n'ont pas besoin d'avoir votre niveau de compréhension. Et ça, c'est un énorme travail et il mérite vraiment d'être salué. Et alors,
C'est vrai que nous, modestement, en tout cas dans nos institutions, l'idée est de pouvoir leur donner l'environnement, le cadre, pour arriver à cela, quoi, pour comprendre toutes les clés déjà de devenir, de passer du stade de chercheur à entrepreneur. Donc ça, j'ai des collègues, moi je ne suis pas directement impliqué, mais on a à INRIA un Startup Studio où il y a tout un programme qui consiste à leur donner du temps. En général, c'est entre 6 à 12 mois, et voire même les personnes, on leur dit, bon, tu arrêtes de coder, tu arrêtes de faire de la recherche. Après, certains arrivent à continuer en même temps, ça c'est... Parce qu'ils sont très forts, mais pour vraiment leur permettre de passer ce cap et de se mettre dans la peau d'un entrepreneur et de regarder l'ensemble des dimensions. Et ensuite, pour la partie qui me concerne, le programme santé numérique, c'est quelque chose qui se met en place, mais est-ce qu'on peut leur faciliter le chemin? Est-ce qu'on peut profiter, par exemple, d'être ici à Paris Santé Campus, mais aussi de l'ensemble de notre réseau pour... On ne va pas les décourager tout de suite à leur poser des tas de questions. Oui, mais attention, ton marquage, mais ta pays, mais la barrière à l'entrée, des tas de trucs comme ça. Mais en tout cas, pour pouvoir peut-être leur baliser un peu le chemin et qu'ils puissent aussi profiter de l'expérience de leurs prédécesseurs également. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Ce qui est important aussi, c'est pas toujours simple, mais c'est de faciliter aussi tout un ensemble de choses qui, pendant des années, ont pu être des tracas. Par exemple, la propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'on peut avoir une faculté en tant qu'institution à torpiller nos propres projets avec nos propres règles. On ne le fait pas exprès, mais c'est des choses qui peuvent aussi nous être imposées, des injonctions contradictoires parfois qui peuvent exister. Et voilà, c'est un travail constant qu'on fait pour leur faciliter la vie, parce que on est toujours très heureux de voir aboutir en tout cas leurs travaux et l'impact que ça puisse avoir. Voilà. C'est ce qu'on va voir justement sur cette table ronde. L'idée, c'est de débattre un petit peu des deux visions, de la vision start-up et de la vision, on va dire, accompagnant sur le transfert de technologie. Et je vais te demander, Pascal, de rentrer un peu plus en détail de ce que vous faites vraiment à l'INSERM. Et peut-être une question bonus, parce que je m'adresse à toi d'abord avant Philippe. Est-ce que tu pourrais définir la valorisation? Parce que peut-être que des personnes ne la connaissent pas, la définissent pas totalement. Alors, je vais commencer par celle-ci, parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. J'ai 2 enfants qui sont allés à l'école, comme comme tous les vôtres. Et en fait, à chaque fois que leur maîtresse leur demandait qu'est-ce que font vos parents, et en l'occurrence, que fait ta maman, en général, il y avait un grand blanc. En fait, je ne sais pas. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'est plutôt ma fille qui est revenue vers moi et qui me dit, mais maman, explique-moi ce que tu fais, parce que je sais pas, et à chaque fois je me retrouve idiote devant la maîtresse ou voilà. Donc je me suis dit, il faut quand même que je travaille la question. Et donc ce que j'essaie d'expliquer maintenant, c'est qu'on est un métier d'interface, on est des professionnels avec différentes spécificités qui sont chargés de faire ce pont entre une science top niveau reconnue internationalement dans le monde. Et puis, la réalité de ce qu'on va rencontrer au quotidien, ça va être des médicaments, ça va être un outil diagnostique, ça va être un petit dispositif que le médecin va demander à chacun de prendre. Et nous, on a ce rôle d'interface et on va aider à faire ce pont. Et évidemment, ce pont est complexe parce qu'il faut différents métiers. Il faut des gens qui discutent avec les scientifiques, qui comprennent la science. Chez nous, ça s'appelle les sourceurs. Et on a aujourd'hui un sourcing dédié aux innovations de santé digitale. On a évidemment des sourceurs dédiés aussi à des choses plutôt côté biologie cible, des choses plutôt côté, et là, en fonction des domaines des scientifiques. Après, c'est les métiers de la protection. Nous, on a fait le choix de l'internaliser, et on l'a internalisé parce qu'on pense que derrière, la protection est de meilleure qualité. Et aujourd'hui, la protection, c'est évidemment... Dans les logiciels, on pense tout de suite au dépôt APP, mais nous, on tient à avoir une logique brevet, donc on revient sur des méthodes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le brevet, c'est la seule arme qui permet d'interdire. Et dans une notion de compétition mondiale qui est juste monstrueuse, ne nous voilons pas la face, si on veut demain pouvoir créer des acteurs économiques, des startups qui vont avoir une raison d'être à l'échelle internationale, il faut qu'on les ait dotés d'armes extrêmement significatives. Donc on s'y attache et on essaie de faire de la protection la meilleure possible. Surtout que dans la santé, le point qui est important, c'est qu'on est sur des temps longs. Même si on est sur des outils de santé digitaux,
On n'est pas sur du time to market qui est court. Si vous, derrière, vous enchaînez sur des essais, on le voit clairement dans les exemples qui sont mis là, les essais cliniques pour démontrer, vous avez besoin d'avoir du temps long. Et du temps long veut dire que vous allez avoir besoin d'un outil qui vous permet d'avoir la main sur ce que vous allez en faire. Donc, on travaille ces sujets-là. Après, on travaille ce que la Terre entière appelle la preuve de concept. Aujourd'hui, en France, on appelle ça prématuration, maturation, mais ça existait depuis très, très longtemps. Et donc, on le travaille d'une part avec du financement que l'INSERM met à disposition pour pouvoir aider justement ces innovations à avancer d'un cran. Donc, l'idée, et là, surtout sur certains sujets en santé digitale, c'est quels sont les bons maillons qu'il faut franchir, qui vont être réglementairement acceptables, qui vont être reconnus par un certain nombre de choses. Donc, on travaille sur cette base-là. Et puis, dans l'État s'est bien rendu compte de cette problématique. Et donc, dans le cadre des stratégies nationales d'accélération, a fait un appel à projet qui s'appelle Prématuration-Maturation et qu'on a eu la chance de travailler très collégialement avec un consortium de plus de 25 acteurs en France, universités, organismes, SAT, CHU, et pour lequel on a choisi de répondre ensemble pour essayer justement de faire émerger les meilleurs projets avec des niveaux de compétitivité à l'international qui feront qu'on en fera des champions. Donc c'est vraiment ça la logique, et l'État met de l'argent dessus, et on a la chance de copiloter cela avec la SAT Sud-Est pour justement essayer encore plus d'encourager et de faire monter les projets. Et puis évidemment, on travaille à la fois la relation partenariale avec des industriels existants, il y en a beaucoup dans la salle, pour lequel on a beaucoup travaillé depuis en particulier les années 2012, le travail autour de la donnée et du patient via les cohortes, ces études longitudinales qui permettent de faire des corrélations, de mieux comprendre ce qui se passe au niveau des patients. Donc ça peut être de la population générale, vous connaissez tous Constance, vous en avez entendu parler, mais ça peut être aussi des populations spécifiques, pédiatriques, patients atteints de certains cancers, etc. Et là, l'idée, c'est de venir pouvoir travailler des projets de recherche sur ces études, sur ces cohortes, et de façon à ce que chaque industriel puisse avoir, avec sa propre problématique, puisse utiliser et avoir accès à cette cohorte et à ces patients pour pouvoir travailler une étude particulière. Et puis évidemment, c'est l'entrepreneuriat, parce qu'effectivement, c'est un élément très important. On a une histoire de l'entrepreneuriat à INSERM Transfert, d'abord avec le fonds INSERM Transfert Initiative, créé en 2005, et puis aujourd'hui, avec d'autres choses comme le programme Parcours préentrepreneurial. On a eu la chance de le faire avec Mathieu. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner le plus en amont possible les chercheurs, les chercheuses, les cliniciens, les cliniciennes, pour en faire ce que nous, on appelle des fondateurs éclairés d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui vont être capables d'abord évidemment de comprendre en 360 les besoins de leur entreprise autant que faire se peut, de les avoir aidés, en tout cas éclairés sur certains sujets au fur et à mesure de la démarche de création, et puis surtout, parce qu'on est encore dans la santé sur des temps longs, à être capable de gérer un alignement stratégique avec des gens qui viennent du business, avec des gens qui viennent de la finance, parce que dans leur actionnariat, à un moment, il y aura tous ces gens-là. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est compliqué sur le long terme. Et on sait parfaitement que 3 causes d'échec sur 5 des entreprises, c'est pas la science, c'est pas la technologie, c'est l'équipe qui explose, parce qu'à un moment, l'alignement n'est pas là. Et donc, voilà. Donc, on essaie de travailler l'ensemble de ces sujets-là. Et Miosand, on a eu une grande partie on a eu le plaisir de faire une partie du parcours ensemble. La preuve de concept avec le COPOC de l'INSERM et puis le PPE, mais je peux te laisser en parler, tu en parleras mieux que moi. On va y arriver juste après, justement, sur les détails. Et du coup, de ton côté, Philippe, comment ça se passe en détail? Tout à l'heure, tu as parlé d'un startup studio en interne. Comment vous accompagnez ces étape par étape, si tu devais les définir? Alors là, je vais être bien embêté parce que je ne suis pas directement dans le Startup Studio, donc je ne connais pas toute leur méthodologie. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai oublié de donner quelques métriques, puisque la création d'entreprise à INRIA, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a maintenant dépassé les 200 entreprises, je pense, depuis les années 90. On en a même des un peu plus anciennes. Et ce qui est intéressant, c'est le recul qu'on peut avoir sur ces entreprises, c'est que 75% sont encore vivantes aujourd'hui, ont été rachetées. Donc, c'est pas trop mauvais. Et bien sûr, on a décidé de passer à la vitesse supérieure. Alors, on a fait des annonces il y a maintenant 2-3 ans avec un objectif d'avoir un pipeline de 100 projets de start-up par an. Alors, ça peut sembler énorme. Et on va dire que c'est un objectif. On n'y est pas encore, mais je crois qu'aujourd'hui, on est à 60. Donc, c'est quand même pas mal. Et alors, ça peut sembler comme ça être
enfin, oui, on ne va pas dire qu'on privilégie la quantité. Non, il y a aussi de la qualité, mais on pense que c'est extrêmement important de motiver, qu'il y ait beaucoup d'initiatives. Et alors, est-ce que nous, de notre côté, on va parler de preuve de concept? Enfin, c'est parce que ce n'est pas nécessairement que dans la santé. Dans la santé, c'est peut-être à peu près 10 à 15% des projets, dans tout ce que sur l'ensemble. Mais l'idée, c'est qu'on ait une combinaison de ce qu'on appelle de deep tech, c'est-à-dire que quelque part, il faut qu'il y ait une technologie dans laquelle on est légitime, qui puisse être issue d'INRIA ou qui puisse être apportée par d'autres porteurs, parce que notre startup studio est ouvert à des personnes qui ne viennent pas nécessairement d'INRIA. Il faut que quelque part, il y ait une dimension technologique importante dans laquelle on est en mesure d'apporter quelque chose et du soutien. Donc oui, on va dire que dans la séquence des choses que l'on apporte, il y a cette partie techno où on peut consacrer du temps d'ingénieur spécifiquement pour amener à avoir soit un MVP, un produit minimal, ou bien un début de preuve de concept, qu'elle soit en santé ou ailleurs. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas par rapport à la durée des temps que tu disais en santé. C'est parfois un défi aussi par rapport aux capacités qu'on a. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'arriver à avoir quelque chose de présentable qui, après tout, à l'issue des 12 mois d'accompagnement, où là, mes collègues travaillent beaucoup justement sur l'équipe, c'est extrêmement important. Et on a plutôt tendance d'ailleurs à pousser les gens à devenir des CEO, parce qu'on a souvent ces difficultés. Beaucoup de chercheurs au départ disent « oui, je ne vais pas y arriver tout seul, je pense que je dois trouver quelqu'un d'autre ». On leur dit « non, réfléchis bien, c'est ton projet, c'est ton idée, et le défi, c'est d'arriver à les convaincre de ça et que ça tienne ». Donc dans certains cas, on va trouver la bonne équipe, mais ça, là-dessus, on insiste beaucoup. Donc c'est le savoir-faire de mes collègues là-dessus qui est relativement intéressant. Et puis de beaucoup les amener, enfin on a des projets, ils vont pivoter 3-4 fois pendant les 12 mois. Quand je dis pivoter, c'est ils partent sur une idée de produit et on les amène à travailler là-dessus. Voilà, donc après je vais pas tout détailler, mais en tout cas il y a Startup, vous cherchez Startup Studio INRIA, vous verrez qu'il y a tout l'historique des projets également, voilà, parce que je vois que tu me montres le chrono. Pas spécifiquement, non, je regardais, non, mais tu as raison. On suivi du temps. On pourra en parler pendant des heures. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'avoir maintenant la vision startup, parce que c'est vrai, on a la vision INSERM Transfer, on a la vision INRIA, mais comment ça s'est passé vraiment à l'intérieur? Donc j'ai commencé par toi, Stanley, comment tu l'as vécu l'intérieur? Est-ce que tu l'as bien vécu déjà? Et peut-être si tu arrivé à mettre un pourcentage de la réussite de Dr Memo lié au transfert qui a été fait, à l'accompagnement que tu as eu. Donc ça c'est impossible, je ne répondrai pas à cette question. D'abord, je n'estime pas que Dr Memo a encore réussi, je pense qu'il a encore tout à prouver. Enfin, si ce n'est que créer une entreprise est en soi peut-être une réussite, une satisfaction. Alors comment ça s'est passé? Il se trouve que, comme je l'ai dit, le projet a émergé dans une équipe de recherche, une équipe mixte, donc entre l'INRIA d'un côté, le chercheur INRIA, et puis l'Institut du cerveau, dont plusieurs instituts partenaires, l'INSERM bien sûr, CNRS, Sorbonne Université, etc. Donc on a vraiment en fait la ligne de fracture, je vais dire, entre la santé et le numérique, et le projet qui a émergé, par exemple, est basé sur des actifs qui sont à la fois des actifs logiciels, donc qui ont été développés essentiellement par des ingénieurs INRIA qui savent coder du logiciel. Et de l'autre côté, on avait un brevet qui protège l'utilisation de méthodes innovantes d'intelligence artificielle qu'on a développées nous-mêmes, qui permettent d'anticiper la progression de la maladie et donc de fournir une personnalisation encore plus forte des parcours de soins. Et donc ce brevet est en gestion à l'INSERM, par exemple. Donc on a cette double vision. Et effectivement, on a fait les deux parcours qui ont été présentés. On a fait le parcours pré-entrepreneurial de l'INSERM, dont on a discuté à l'instant, et l'INRIA Startup Studio de l'autre côté. En fait, j'ai mis ma chaise là, mais j'aurais dû la mettre vraiment pile au milieu, parce que du coup, j'ai mangé à tous les râteliers. Alors, tous les accompagnements sont bons, dans le sens où il y a toujours quelque chose à retirer de chaque accompagnement. J'ai bien apprécié les deux, qui n'ont d'ailleurs rien à voir. Donc, INRIA Startup Studio m'a surtout permis d'avoir un mentor, je dirais, presque hebdomadaire, un suivi rapproché, et également donner des moyens financiers. J'ai donc un cofondateur qui, lui, était au chômage et a pu, comme ça, pendant 1 an, travailler sur le projet startup. Donc, c'était la contribution d'INRIA à la réussite de Dr Memo. Et de côté de l'INSERM, donc le parcours pré-entrepreneurial, où également on a eu des liens avec des mentors, enfin des personnes qualifiées pour nous conseiller, et également des rencontres très intéressantes avec tout un ensemble d'acteurs de l'écosystème, des entrepreneurs, mais aussi des investisseurs, des différentes structures. Donc voilà, deux accompagnements différents, et je crois que en fait,
Moi, j'ai l'impression qu'on est en fait très accompagné d'une certaine manière. Donc, on ne peut pas se plaindre d'un manque d'accompagnement. Au contraire, je pense qu'on en a peut-être même un peu trop entre les incubateurs, les SAT, les institutions. Donc, mon rôle d'entrepreneur, c'était aussi un peu de choisir finalement dans l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est pas des. Enfin, j'ai jamais considéré que l'accompagnement était un bloc à prendre ou à laisser. C'est en fait quelque chose dans lequel on vient se nourrir. On vient prendre ce qui nous intéresse. Il y a des choses qui nous intéressent moins, des choses qui sont pertinentes, des choses qui sont moins pertinentes. Donc voilà, je dirais que c'est, sur la question et de combien, on est la réussite effectivement de l'écosystème dans lequel on vit. On se nourrit au jour le jour de ce qui nous entoure et on grandit avec ça. Donc la réussite, je ne sais pas comment, je n'aurais évidemment pas la chiffrer. Mais plutôt, si on devait tourner la question différemment, est-ce que tu serais arrivé où tu en es aujourd'hui aussi vite si tu n'avais pas eu cet accompagnement? C'est une question qui est difficile à répondre sûrement, mais... Oui, c'est très difficile parce qu'en fait, un projet entrepreneurial, c'est aussi beaucoup d'aventures personnelles, une aventure de ceux qui partent. Et on a tous notre histoire de vie, on a tous, voilà, moi j'ai été dans un labo pendant 10 ans, je l'avais développé, je m'en vais, je viens avec un postdoc qui lui a une histoire de vie qui est différente. Donc, oui, pour moi, vraiment la bonne image, c'est on est dans un terreau et puis on plante une graine et on pousse. Donc en fait, bon, de combien de pourcents la plante doit-elle au terreau qui l'entoure? Je veux dire, vous pouvez répondre à la question, mais ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Non, en effet, tu as raison. Même question du coup pour toi, sans le pourcentage, pour toi Mathieu, comment tu as été accompagné par INSERM Transfer? Oui, alors moi je vais vous donner un petit peu une expérience. En fait, c'est pas mon premier projet, donc j'ai aussi vu un petit peu différents types d'accompagnement sur d'autres projets. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental que Pascal disait, qui est vraiment le temps en fait, qui est la variable la plus importante, enfin une des variables les plus importantes dans la création des startups. Et en fait, je pense une des choses les plus importantes, c'est vraiment de pouvoir avoir le temps, en fait, parce que donc Imioson, nous, ça repose sur des travaux qu'on a démarrés il y a plus de 15 ans, hein, vraiment les travaux de base. Mais ensuite, on a développé la technologie. Donc ça veut dire on a déposé des brevets avec INSERM Transfer. On a ensuite eu des besoins de financement, donc on a eu des financements européens, etc. Mais il y a un moment donné où les financements, quand il s'agit de faire des preuves de concept cliniques, des choses comme ça prend beaucoup de temps. Et on se retrouve un peu à sec. Et c'est là où finalement il y a un peu cette idée de est-ce qu'il faut créer la startup pour pouvoir continuer ou est-ce qu'on continue au sein du labo. Et nous, on a eu la chance, en fait, grâce à INSERM Transfer, en fait, de bénéficier aussi de financement de preuves de concept. Et ça nous a vraiment changé la vie parce qu'on a pu aller en essai clinique et avoir des données cliniques. Et à partir de là, la création de start-up est beaucoup, beaucoup plus simple. On se retrouve en fait avec un projet qui est énormément dérisqué, en fait, et c'est beaucoup, beaucoup plus simple d'y aller. Alors je ne dis pas qu'on est obligé d'avoir des données cliniques. Sur d'autres projets, on l'a fait sans. Par exemple, sur CardioWave, on n'avait pas encore fait une expérience sur l'homme. Et c'est aussi le rôle du capital risque, hein, de prendre des risques et puis de mettre de l'argent dans des projets risqués. Mais c'est quand même un confort et aussi une facilité en fait, qui est vraiment appréciable d'avoir pu être accompagné de cette manière. Ouais. Est-ce que l'étiquette INSERM, elle aide après quand tu veux faire grandir ta startup, hein? Quand tu vas lever des fonds, le fait que tu viennes de l'INSERM, le fait que tu es accompagné, est-ce que ça compte? Alors, moi, en fait, juste pour préciser aussi, j'ai une double casquette. Hein. Je suis toujours chercheur à l'INSERM et j'ai choisi de ne pas être opérationnel en fait, dans la société. C'est un choix qui est... alors, pour rebondir un petit peu sur tout à l'heure, est-ce que les chercheurs doivent être CEO ou pas? Moi, de mon point de vue, je pense pas forcément parce qu'on n'est pas... on n'est pas forcément les meilleures personnes en fait pour ce rôle-là. C'est un petit peu différent. Enfin, c'est quand même très différent de la recherche. Et finalement, on est quand même. Moi, je suis avant tout un chercheur. Et par ce biais-là, en fait, on apporte aussi énormément de choses à la société en continuant la recherche en fait au niveau du laboratoire par le biais de contrats de collaboration. Donc ça, c'est ce qui vient en fait après. En fait, c'est aussi très très important de pouvoir en fait avoir un contrat de collaboration pour pouvoir développer de manière conjointe en fait le système et puis tout ce qui vient après. Et puis, alors je sais plus ce que c'était la question. C'était par rapport à l'accompagnement après. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est aussi au niveau de la licence des brevets. En fait, ça c'est aussi une étape très importante. Et là, nous on n'est pas partie prenante en fait de cette partie-là, mais ça s'est très très bien passé aussi avec INSERM Transfer. Et puis bon là maintenant
ce qui se passe après, c'est le contrat de collaboration. Donc ça aussi, c'est très important. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Pascal? Oui, si je peux rajouter quelque chose, c'était par rapport à la logique de financement par levée de fonds. Donc aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'essayer d'avoir un certain nombre de partenaires VC, alors qui d'ailleurs déjà participent au parcours pré-entrepreneurial, qui viennent régulièrement finalement mettre à disposition du jus de cerveau, leur jus de cerveau pour les chercheurs, pour essayer de travailler les projets. Et par ailleurs, on essaie de voir comment on peut structurer des relations et des alliances spécifiques avec un certain nombre d'entre eux dans les différents domaines, parce que quand même, ils sont assez spécialisés. Il y en a qui font que de la biotech, il y en a qui commencent à se spécialiser en santé digitale. Et là, l'idée, c'est effectivement d'avoir un pool qui connaît bien, qui vient régulièrement, qui comprend nos philosophies, parce que c'est aussi important d'être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, et qui du coup va pouvoir investir dans un certain nombre de startups, de ces sujets qui ne sont pas les sujets les plus simples en fait à s'approprier aujourd'hui. Pour eux, le problème du use case que tout le monde connaît dans cette salle est quelque chose qui leur pose, qui pose sujet. Et donc, il faut vraiment essayer aujourd'hui de structurer effectivement des relations de confiance avec des VC dont c'est le métier. Donc, c'est ce à quoi on s'est attelé sur le volant plus classique biotech. On a un partenariat stratégique aujourd'hui avec ADBio Partners, qui avait déjà démontré son intérêt et son envie d'investir dans des startups issues de l'INSERM. Mais on essaie de faire la même chose aussi avec des fonds qui sont spécialisés en santé digitale, parce qu'on pense que c'était un élément critique et levier pour que nos startups puissent se développer correctement. Une petite dernière question, je vais te laisser conserver le micro. Est-ce que vous facilitez les partenariats avec les industriels et les startups aussi? Est-ce que vous les accompagnez aussi? Est-ce que ça rentre en jeu dans le transfert? Une fois qu'elles souhaitent faire des accords avec des industriels. Alors, j'aurais tendance à dire pas de façon opérationnelle. La seule chose, c'est que le CEO et l'équipe dirigeante de la start-up est aguerri aux enjeux qu'elle est là, qu'elle porte, plus il est en mesure de travailler de façon sereine avec l'ensemble des acteurs industriels. Ce qu'on a par contre beaucoup vu dans le passé, en fait, on a eu des gens qui ont travaillé plus en aval, en one-to-one avec des industriels, mais qui après sont revenus vers nous quand il faut aider à valider un certain nombre de sujets. Ça, on en rencontre. Mais c'est souvent après un certain temps. C'est pas immédiat, c'est pas dans une continuité directe en tout cas. Mais c'est un bon sujet. Très très clair. Et pour conclure peut-être, voilà, qu'est-ce qui reste comme axe d'amélioration à vos structures de valorisation respectives? Comment t'envisages presque le parcours parfait? Déjà, il faudrait que je réfléchisse à ce que peut-être, c'est effectivement le parcours parfait, là, à chaud, j'aurais du mal à le dire, mais c'est vrai que côté INRIA, on travaille beaucoup sur le avant et sur l'aspect général, sur les personnes elles-mêmes, et leur donner les moyens de se lancer. Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu quantitatif, parce qu'on veut vraiment, au sein de l'Institut, et je pense que c'est pareil pour INSERM, c'est-à-dire tous les ans, on a entre 800 et 1000 personnes qui rentrent et qui sortent. Alors, c'est pas qu'on les met dehors, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des thèses, il y a des post-docs, il y a des ingénieurs en CDD. Et donc, on se dit que tous ces gens-là, ils apprennent des choses en passant, et que si, pour certains, pendant qu'ils sont chez nous, on peut leur donner l'idée de créer une entreprise, c'est un moyen de valoriser les travaux, et que dans tous les cas, le modèle de la start-up, quelle que soit la sortie, si la sortie finalement c'est ensuite d'aller vendre ce qu'on a développé et ce qu'on a préparé à Philips, pourquoi pas. Mais ce modèle de start-up permet de voir toutes les dimensions du produit et du projet. Donc ce n'est jamais du temps perdu de toute manière. Donc on insiste beaucoup là-dessus, sur le avant, sur les gens. Et là où je dois reconnaître que sur la partie santé proprement dite, on est beaucoup moins avancé que INSERM. C'est aussi parce qu'on a fait ce choix pour le moment, au niveau d'INRIA, de travailler de manière assez globale et sur tous les sujets. Et donc, les choses que j'aimerais mettre en place, notamment ici à Paris Santé Campus, c'est voir comment je pourrais organiser un peu des résidences. C'est-à-dire que des gens qui ont des projets de start-up en santé numérique, comment est-ce qu'on peut leur proposer un programme déjà? Mais commencer par des choses relativement simples. Dire voilà, il y a tout un ensemble de personnes que tu vas pouvoir rencontrer.
Tu vas pouvoir rencontrer aussi peut-être des pairs, d'autres projets de start-up. Il y a peut-être des idées, des collaborations. Les grands groupes, on peut effectivement déjà, de par notre réseau, faciliter les contacts, mais on pourra profiter aussi de ce qui se met en place ici. Voilà, donc c'est cette idée de résidence sur laquelle j'aimerais travailler, mais qui reste encore à construire. Voilà. Super. Et Pascal, la dernière question pour toi. Quelles sont les perspectives futures de INSERM Transfert ? Alors, les perspectives futures, il y en a plusieurs. D'abord, on s'est lancé dans cette aventure de consortium large sur la prématuration et la maturation. Donc, nous, l'idée... En fait, j'ai été très surprise. Tout le monde avait envie de le faire, avait envie de participer collectivement. Donc, je pense qu'en termes d'enjeux aujourd'hui, on a une vraie résonance à travailler collectivement sur les sujets. Et ce collectif, il faut qu'on l'emmène jusqu'au bout et qu'on l'emmène pour le meilleur bénéfice de tout le monde. Et ça, je pense que c'est un élément nouveau. Ça n'existait probablement pas il y a 20 ans en France. Aujourd'hui, c'est là, les gens sont prêts à travailler les uns avec les autres. Et ça, je trouve que c'est véritablement... On a passé une barrière, quoi, si je peux le dire comme ça. Donc, mener à bien, faire qu'on sorte un joli portefeuille de projets du meilleur niveau de compétitivité et possiblement, et on espère, pouvoir en faire une source de souveraineté pour la France. Alors ça, c'est un vrai objectif. Ça va être compliqué, hein, on ne se le cache pas, mais si on n'essaie pas, ça ne marchera pas. Et si on n'y met pas toute notre énergie, ça ne marchera pas. Et puis, sur le sujet santé digitale, justement, cette cellule du numérique en santé et patient qu'on a mis en place et qui travaille avec notre cellule de développement précoce, c'est vraiment travailler tout le chemin réglementaire, essayer de mettre les jalons. Qu'est-ce que réglementairement, qu'est-ce qui va s'imposer, comment est-ce qu'on va pouvoir aider nos scientifiques à passer cette barrière, parce qu'en santé aussi, il y a le temps, mais il y a le réglementaire, et sur les sujets de santé digitale, il y a encore énormément de choses à faire. Eh ben, on retiendra ça. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette petite table ronde, et à très vite.